Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Et cet épisode, il va être un petit peu différent puisque pour la première fois, j'ai un invité. Pourquoi je voulais un invité pour traiter de ce sujet-là? Tout simplement parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise et c'est pourtant quelque chose que beaucoup de gens traversent, beaucoup de gens vivent et c'est quelque chose qui a tendance à être tabou, comme on va en discuter. Donc aujourd'hui, je vais échanger avec Robin, qui va se présenter très rapidement, et on va parler de tout ce qui est les troubles de l'alimentation. Donc Robin, merci d'être là, merci d'avoir accordé de ton temps. Est-ce que tu pourrais commencer par nous en dire un petit peu plus sur toi? Quelle est un petit peu ton éducation et comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? D'accord. Alors voilà, c'est une session entre Robin. Eh oui, Donc ça m'a fait marrer parce que c'est deux jeunes de 30 ans qui m'ont parlé de femmes qui ont 45 ans, 50 ans et plus. Donc ça m'a fait sourire. Donc complètement, oui. voilà, c'est des clientes que j'accompagne régulièrement. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que j'accompagne en hypnose. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis assez rapidement spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, TCA. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais avoir une spécialité pour vraiment ne bosser que ça et être du coup expert du sujet, être vraiment calé, ne pas être trop généraliste comme les hypnothérapeutes le sont habituellement. Euh, et je suis sur Paris, j'ai des communautés que j'accompagne en individuel, en groupe. Je suis un gros fan de l'accompagnement de groupe parce que on a besoin de voir qu'on n'est pas toute seule, et c'est un peu le sens de ce podcast, de s'apercevoir que ce qu'on va dire, c'est des choses que nos clientes vivent, qu'on entend toute la journée. Nous, on l'a pas vécu individuellement, la ménopause, ni même l'andropause d'ailleurs. Je donne des sujets, mais c'est des sujets enfin, qu'on accompagne, qu'on comprend très bien. Et puis, enfin, moi, personnellement, ma maman m'en a beaucoup longuement parlé de tous ces sujets-là. Et les différentes femmes de ma famille m'en ont parlé. Et j'accompagne beaucoup de femmes sur ce sujet-là. L'objectif, voilà, c'est de leur faire retrouver le sourire, de leur faire avoir un sens à la vie, de faire voir que c'est méga chouette. Cette deuxième partie de vie, il y a la première partie de vie peut-être qu'on pourrait considérer euh, quand on a une période de fécondité, et puis après, la période qui est aussi hyper chouette à voir, Mhm, et pas le côté un peu lourd et plombant. mhm, Parce que la première période est aussi un peu lourde et plombant, et je le vois bien dans mes clientes, et je vois bien les contrastes. Donc mhm, voilà, de voir qu'on peut s'alléger, perdre du poids facilement, sans se dire, oh là là, j'ai mes hormones en vrac, je pourrais jamais être mince, c'est foutu avec la ménopause. Non, 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 il y a plein de belles choses, plein de beaux changements. J'ai vu des très, très belles réussites chez mes clientes sans se frustrer, sans régime, en gérant leurs émotions, en mettant leur vie en ordre. Enfin, voilà, d'être vraiment épanouie et heureuse, ou l'être encore plus, ou l'être comme elles l'étaient quand elles avaient 20 ans, par exemple. Parce, ouais, parce que beaucoup de clientes me disent, bah ouais, mais à 20 ans, je me trouvais grosse alors je ne l'étais pas. J'étais pas heureuse, j'étais obsédée par mon corps. mhm. Donc, Ce bon, qui est faut très pas. courant aussi. Ouais, et Ouais. puis tu te rends compte qu'en fait à tous à tous les âges, il y a un problème différent. Et c'est vrai qu'il y a besoin de beaucoup de légèreté, pas littéralement, mais aussi figurativement. Euh, c'est vrai que parfois ça m'arrive qu'on me demande bah, qu'est-ce que tu fais à aider des femmes ménopausées alors que tu es un jeune homme qui a même pas 30 ans. Et je blague, en général, je réponds en blaguant, je dis bah, écoute, je vais écrire un courrier à tous les gynécologues masculins qui peuvent pas pratiquer parce qu'ils n'ont pas Oui, l'expérience. Euh, non, en fait, en général, ce que je dis, c'est effectivement, si je vivais ce que vivent mes clientes, ça pourrait aider à mieux les comprendre et à faire preuve peut-être un peu plus d'empathie. Cependant, ne pas le vivre et le voir de l'extérieur, ça permet de donner une autre perspective qui me permet ensuite de trouver des solutions. Donc en ouais, fait, il y a du pour et du contre dans les deux sens. Si je le ouais. vivais, j'aurais peut-être plus d'empathie, je serais, ok, je sais ce que vous vivez. On le Et vit, de... hein. Quand elle nous parle, on le ressent très très bien, hein. Et toutes Oui, les aussi, si, ouais, enfin, ouais, complètement. il y a un moment, Mhm. on n'est pas des murs, quoi. Ouais. Espérons. Il y en a des fois, malheureusement, et c'est peut-être à ça qu'elles s'attendent aussi. Mais oui, effectivement, ensuite, bon, ça peut être un gros sujet. Ça peut être un sujet tabou, aussi bien la ménopause que tout ce qui est les troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est pour ça on est ravis d'en parler aujourd'hui. Euh, donc, dis-moi, Robin, comment t'en es arrivé à faire de l'hypnose, déjà, de manière générale? C'est complètement par hasard. J'ai toujours été intéressé par la psychologie.
En fait, avant, j'avais fait une école de commerce. J'étais dans la partie communication, la partie marketing. J'ai toujours aimé l'humain, comprendre comment communiquer, vraiment se connecter à l'autre. Euh, et, et puis, c'était l'époque avant Mesmer. C'était l'époque où les mecs faisaient des poignées de main et endormaient les gens instantanément. Et j'étais fasciné, mais comment c'est possible? Et puis en rencontrant deux, trois personnes, au bout d'un moment, je me suis formé en hypnose et c'est là où je dis, mais c'est extraordinaire. Je peux vraiment comprendre les gens, vraiment me connecter, savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et j'ai pas besoin de faire 12 ans de médecine parce que je suis pas médecin, du coup, j'ai pas sauvé des vies, donc là-dessus, je suis très content. C'est comme ça que c'est venu, la passion est venue. Et en fait, en rencontrant plein de belles personnes, tu te dis, mais c'est tellement dommage, vous pourriez manger tout ce que vous voulez si vous n'appliquiez pas ce que vous appliquez au quotidien. C'est un peu bizarre, mais en fait, on apprend aux gens à travers des régimes à grossir. On apprend toute méthode, toute l'alimentation, la nutrition, la diététique, etc. Tout ça, toutes les méthodes qu'on fait pour maigrir sont en fait des méthodes pour grossir. C'est bizarre, je sais, mais ça explique pourquoi les gens grossissent en fait. Ouais, je trouve qu'en fait, il y a ce qui est extrêmement courant Oui. dans le monde disons, le monde des régimes et même je vais appeler ça fitness. C'est, il y a vraiment cette mentalité de, je vais manger, ça va m'apporter des calories. Et il faut que je fasse attention à mes calories, que je les contrôle. Et ensuite, Oui, derrière, si je suis pas, si je trouve que j'ai trop mangé, derrière, je vais faire 3 tonnes de sport pour essayer de brûler ces calories. Et du oui, coup, il y a cette relation de récompense et punition oui, qui est, en fait, qui est pas saine. non, Qui est pas saine. Même si ensuite, peut-être que tu peux avoir des résultats, entre guillemets, sur ton corps esthétiquement, de dehors, hein, parce qu'en général, de l'intérieur, tes hormones ensuite, elles vont être en cacahuète. Euh, mais en fait, c'est pas sain. T'as pas Et en fait, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais c'est pas la bonne approche, de mon point de vue. Moi, mon approche est plus comment créer le bien-être plutôt que de se débarrasser de certains symptômes. Et pour créer le bien-être, il faut commencer par, d'un point de vue alimentaire, et si on commençait par donner au corps ce dont il avait besoin. Et si on comblait les carences déjà, pour commencer. Et peut-être qu'ensuite, ça se reflèterait sur bah, tes hormones, ça se reflèterait peut-être sur tes neurotransmetteurs, du coup, dopamine, tes envies de sucre, etc. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect psychologique dont on va parler aujourd'hui. Mais enfin bon, effectivement, j'aime bien ce que tu dis, ça apprend à prendre du poids. Des fois, c'est assez littéral au niveau du corps, hein. Parce que du coup, c'est le yo-yo, hein. C'est je perds du poids, mais j'en gagne encore plus derrière. Parce que le corps, en fait, il n'a pas aimé ça du tout. Et du coup, comme il est en mode survie, il veut accumuler encore plus de poids. mais notre corps n'est pas fait pour perdre du poids, hein. Enfin, ça fait que 150 ans qu'avec on a une abondance de nourriture à disposition. Et pendant des centaines de milliers d'années, il fallait prendre la moindre calorie, il fallait être attiré par le sucre, il fallait grossir le plus vite possible parce que si je pouvais pas grossir, s'il y avait une famine ou quoi que ce soit, bah, je me retrouvais, je mourais en fait, tout simplement. Donc les gens vont dire, bah oui, mais je suis du coup issu de l'évolution, du besoin du besoin de grossir. Oui, mais à l'époque, c'était de la survie. Complètement. Ouais. Et c'est toujours utile de garder cette perspective à l'esprit, dans le sens où, quel que soit ce que je vis aujourd'hui, que ce soit le mal de genou, que ce soit des envies de sucre, que ce soit de la prise de poids, c'est toujours parce que mon corps cherche à survivre. Toujours. Oui, Et en ce sens, peut-être que les symptômes, c'est mes alliés. Peut-être qu'ils me disent juste, bah, le corps, il fait de mon mieux. Peut-être que j'ai quelque chose à changer dans mon mode de vie, dans la façon dont je fonctionne. Mais dans tous les cas, mon corps, il ne cherche pas à me punir. Je ne suis pas une victime de mon corps. Je ne suis pas en conflit avec mon corps. Il y a un petit peu cette mentalité, un petit peu comme tout ce qui est l'industrie de la perte de poids, mais la guerre aux symptômes, où je ah fais la oui, guerre à ci, la guerre à ça. Mais en fait, c'est pas une guerre du tout. C'est non, le corps, il fait ce qu'il peut. Et est-ce que je peux au contraire être l'allié de mon corps ouais, il et donner m'alerte. ce qu'il veut? Et, euh, et c'est vrai que, bon, moi, l'hypnose, genre, je pratique pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine. Et juste pour donner un peu de contexte, j'ai découvert l'hypnose plus dans le monde du développement personnel pour Oui, comprendre des fois, je manquais de motivation. Pourquoi est-ce que des fois, je faisais de l'auto-sabotage? ah oui. Pourquoi est-ce que des fois, je procrastine? Mais c'est un vrai sujet, hein, dans la perte Ah, de poids. Dans ah, la perte mais de oui, poids, il y a un auto-sabotage de compétition, hein. complètement. L'auto-sabotage, moi, en l'occurrence, dans mon contexte, c'était plus auto-sabotage sur devenir un entrepreneur. Donc, je ne Ok. faisais pas ce qu'il faut pour développer Ah bon? mon entreprise parce que je faisais de l'auto-sabotage. Et en fait, bah, du coup, j'ai compris comment un peu l'inconscient
marchait, Ouais. comment il était influencé en permanence par notre environnement, etc. Et ça m'a mené à, ah bah l'hypnose, en fait, ça permet d'aller directement là-dedans et en fait un petit peu de reprogrammer tout ça. Voilà. Clairement, clairement. Euh, Qu'est-ce qui t'a mené à te spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire? Euh, Il y a, je sais pas exactement. Je sais que je peux parler de ce sujet-là toute la journée. Il y a des gens dans ma famille qui ont été touchés par les troubles alimentaires. Moi, je n'ai jamais eu de troubles alimentaires et c'est beaucoup plus facile pour moi d'accompagner sur un sujet que je n'ai jamais eu parce que je peux faire des expériences. C'est-à-dire, je peux faire des expériences à m'interdire de ne pas manger du sucre pendant plusieurs mois, voir comment j'utilise l'hypnose pour faire ça. Euh, je n'ai pas de problème pendant la journée à être en empathie et à ressentir complètement, ce qui fait que quand j'ai terminé mon boulot, je vis ma vie au quotidien. C'est beaucoup plus facile pour moi d'accompagner sur quelque chose où je suis totalement serein. C'est là où c'est un peu dangereux, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent accompagner en disant moi j'en suis sorti. Et quand je vérifie, ils n'en sont pas sortis. Parce que j'ai même un questionnaire où les personnes remplissent et il y a des résultats qui sortent de ce questionnaire qui permettent de me dire si la personne a encore des troubles alimentaires. Et les personnes qui accompagnent, enfin, je le vois très bien. C'est plein de gens qui pensent en être sortis et qui ont encore beaucoup de troubles alimentaires. Comment on sait qu'on est sorti des troubles alimentaires? C'est quand on ne pense plus à la nourriture en dehors de je dois organiser mon déjeuner euh, et pendant le repas. Mais en dehors, je ne suis pas en train de penser à OK, là, je fais une crise. Ah là, à quel moment je pourrais, par exemple, dans le cas de se faire vomir. C'est une personne qui planifie à un horaire. OK, mon copain, mon conjoint, machin chose n'est pas là ce soir. À telle heure, je vais pouvoir acheter tout un tas de paquets de gâteaux et je vais pouvoir les avaler et puis après les faire vomir. Dans le cas de la boulimie, pour donner une première définition, boulimie vomitive, ou d'autres personnes qui vont aller manger du chocolat en cachette ou des aliments en cachette. À partir du moment où vous commencez à manger des aliments en cachette et vous ressentez de la honte ou de la culpabilité, tout ça, on peut travailler dessus et on peut s'en libérer. Donc, quand j'ai vu que des personnes vivaient ça, j'ai dit, mais c'est l'enfer, c'est horrible. Comment on peut vivre avec ça? C'est terrible de vivre ça. Et donc après, bah, j'ai voulu les accompagner parce que ce qu'on te dit, l'essentiel des conseils sur Internet, des régimes, des Instagram, etc., mais ils sont catastrophiques. C'est-à-dire que ils veulent résoudre le problème de la nutrition avec la nutrition. Donc déjà, la logique, elle est bizarre. C'est-à-dire que tu veux résoudre un problème avec le problème qui a été posé. De deux, quand, euh, quand tu parles à ces personnes-là, ce sont des expertes en nutrition et en diététique. Elles connaissent tout. Bah, enfin, je veux dire, si vous connaissez tout et que vous n'avez pas eu de résultat, c'est que du coup, on va aller ailleurs. Si ma note en classe, je veux l'augmenter, si j'ai déjà un 16 ou un 18 en maths ou en biologie ou en n'importe quoi, bah, je vais aller voir ma note sur 2 sur 20 ou 4 sur 20, les endroits où je pêche. Et les endroits où les personnes pêchent, c'est la gestion du stress, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de s'aimer. Et ces choses-là, en général, on te dit, bah, faites de la méditation, madame. Ouais, ok, mais enfin, Ah, je l'entends souvent celui-là. oui, Et en fait, ça aide pas parce qu'il y en a beaucoup, ça va empirer les choses de faire mais ça. Euh, carrément. je sais pas, j'ai pas la citation, mais il me semble que c'est Einstein. Il a dit quelque chose comme tu peux pas résoudre un problème au Au même degré auquel il niveau était que là où posé, il ouais. était créé, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, Euh, Effectivement, la quasi-totalité, en tout cas par expérience, des problèmes liés à l'alimentation sont d'origine psycho-émotionnelle. Et du coup, ça se répercute sur le système nerveux et du coup, sur notre réponse au stress. Et en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation, au niveau instinctif, c'est quelque chose qui vient réguler notre système nerveux et nos émotions. Il me semble que j'en ai parlé dans un autre épisode, et du coup, je vais le rementionner là, et aussi que tu saches, Robin. J'avais parlé un petit peu, non pas que ce soit une vérité absolue, mais juste le modèle des quatre éléments, c'est l'eau, le feu, le terre, ouais, la terre et l'air. Et tout ce qui est psycho-émotionnel, c'est l'air. C'est pour ça qu'on dit que j'ai la tête dans les nuages, c'est pour ça que je ouais, dis que j'ai la tête dans le chou, les yeux, enfin, etc. Et quand on a une instabilité émotionnelle, et la plupart des gens, ils veulent fuir leurs émotions, parce que ouais, c'est pas confortable, ouais, ils cherchent naturellement à aller à l'opposé, et c'est la terre. Et la terre, c'est tout ce qui est les aliments, parce que ouais, les aliments viennent de la terre. Et en fait, mhm, la terre, donc l'alimentation, vient compenser le déséquilibre, l'instabilité psycho-émotionnelle. Et du coup, c'est instinctif. Une fois de plus, c'est une question de survie. C'est le corps, il vient faire ça. Mais du coup, je peux.
essayer d'avoir, entre guillemets, l'alimentation parfaite, la contrôler, etc., en fait, ça ne va pas adresser le problème à sa cause. Et ce que tu décrivais, Robin, avec la boulimie vomitive et dans, dans un instant, j'aimerais que tu me décrives les autres types de troubles du comportement alimentaire. Mais en fait, on se crée notre propre prison. En fait, on vit dans une prison. Et c'est ce que tu disais, c'est Carrément. comment ils peuvent vivre comme ça. Et effectivement, c'est psychologiquement, je me sens pas en sécurité. Tu disais, tu parlais d'estime de soi, d'amour de soi. On se sent pas dans cet état-là. Et du coup, la nourriture vient nous apporter ce sentiment de sécurité. Oui. J'ai entendu deux questions dans ta question. Ouais, Euh, Je voulais rebondir c'est sur bien, quelque tu chose. suis. Ah, ça, ça. Ah, mais attends, je comprends pas, il m'a mis sur deux pistes. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, euh, il y a l'anorexie, ça c'est un sujet que tout le monde connaît. L'anorexie, donc c'est les personnes qui sont extrêmement maigres avec un IMC, donc indice de masse corporelle, qui se calcule, c'est ton poids divisé par ta taille au carré, ton poids divisé par ta taille au carré, ta taille en centimètres. Et donc c'est un indice qui est en dessous de 19, mais souvent, bon, les gens quand ils disent elle est anorexique, clairement on est aux alentours souvent de 15, 16, enfin c'était les périodes sombres de l'histoire, c'est des gens qu'on a vus quoi, sortir des camps de concentration, c'est des gens extrêmement squelettiques, maigres, on a l'impression qu'ils ont vu la mort dans les cas les plus extrêmes, et tu as 10% des gens qui en meurent. Et ça touche essentiellement les femmes, même s'il y a des hommes qui sont touchés, et c'est souvent dans l'adolescence, dans la transformation du corps, je vais faire une grosse généralité, c'est pas toujours vrai évidemment, c'est la difficulté à devenir une femme ou avoir des formes ou de ces choses-là, de grandir, de vieillir, d'arrêter d'être une enfant. Le schéma grandement classique, donc souvent, c'est que les troubles alimentaires apparaissent, en tout cas sont visibles dans l'adolescence. Pour moi, ils naissent même dans l'enfance, et on travaille sur ça en hypnose, et ils ont des répercussions par la suite. Ce sont des gens, en tout cas chez moi, très empathiques, qui ressentent énormément les émotions, qui sont parfois au-dessus de la courbe dans l'enfance, ou qui n'ont pas appris à gérer leurs émotions, et ça a des répercussions, et ça se voit sur le corps après dans l'adolescence. Ensuite, souvent, tu as une période environ de 5 ans d'anorexie, dans les cas les plus graves, qui ensuite bascule sur la boulimie-anorexie. L'anorexie, on ne mange pas, on a faim, on rêve de manger toute la journée, on se retient de manger. Au bout d'un moment, ça devient trop violent, trop fort, parce que les études deviennent trop intenses, il y a des événements à gauche à droite, je déménage ou quoi que ce soit, et on tombe dans la boulimie-anorexie. Et là, c'est je mange des quantités colossales de nourriture. Je me suis tellement restreint que mon corps a besoin de quantités énormes. Et puis, on ne se lance pas comme sur les haricots, comme diraient mes clientes, ou les carottes, mais on se lance sur les gâteaux et tout ce qui est culpabilisant, tout ce qui est trop gras, tout ce qui est machin. Et donc après, de rentrer dans un effet yo-yo extrêmement, extrême. Les personnes qui font de la boulimie anorexie sont des gens extrêmes, intensifs, qui sont dans le blanc, dans le noir. Il n'y a pas de juste milieu. Et ensuite, la boulimie anorexie, quand elle est maltraitée, comme la plupart des cas, quand on fait des régimes alimentaires, qu'on est suivi, machin chose, ça bascule ensuite en hyperphagie. Alors, chacun a ses terminologies, mais en hyperphagie, c'est le fait de trop manger. Alors, ça peut être trop manger dans des quantités excessives ou dans des petites quantités, qui est le chocolat le soir, que je ne peux pas me retenir. Et là, on n'est pas en train de se faire vomir, on n'a pas de mécanisme de compensation. Dans la boulimie anorexie, les personnes ont un poids soit moyen, soit en dessous, ça ne se voit pas. C'est des gens qui vont aller se faire vomir, soit faire des excès de sport, faire du jeûne pour compenser l'alimentation. Voilà les trois Je grands vois, ouais. courants. Sauter des repas pour se Sauter des sentir mieux, pour repas, pas culpabiliser, ouais. pour pas culpabiliser, exactement, il y a toutes les émotions qui sont derrière. Et après, il y a le quatrième courant. Quand l'anorexie-boulimie est dans l'hyper-contrôle et extrêmement toxique, il y a beaucoup de personnes qui font de la nutrition diététique qui sont là-dedans, ou des personnes qui sont dans l'hyper-contrôle avec la nutrition et la diététique et qui tombent dans l'orthorexie. L'orthorexie, ortho, donc manger droit, manger parfaitement, manger sain. C'est des gens qui ne font jamais d'écart. Une alimentation équilibrée, mine de rien, c'est 80% d'alimentation saine et 20% de choses malsaines. Enfin, une fois qu'on est sorti des troubles alimentaires, il n'y a plus de sain et de malsain, dans tous les Ouais, cas. complètement. Je suis passé par celle-là, par l'orthorexie. Par de l'orthorexie, voilà, les Mhm. gens qui utilisent la nutrition diététique, les médecins, les sportifs, il y a beaucoup de gens que je reçois dans mon cabinet qui ont étudié ces trucs-là. C'est passionnant, la nutrition diététique, c'est super. Mais le truc, c'est qu'en fait, tu dois l'apprendre à des gens qui ont un rapport sain à l'alimentation, pas avant. Sinon, ça déséquilibre et c'est des gens donc
Euh, Ça compte les cuillères d'huile, ça utilise les huiles de coco, mais pas les huiles industrielles ISO 4 parce que c'est plein de machins, des trucs. Et en fait, ça devient une obsession et ça devient une charge mentale. À partir du moment où on pense à l'alimentation toute la journée, on n'est pas au bon endroit. Je sais pas, on devrait dire, si vous pensez à, sauf si c'est votre métier, mais si vous pensez à plus de 2 ou 4 heures à l'alimentation par jour, vous savez que vous pourriez avoir de l'espace libre mental pour faire autre chose, des choses sympas. Oui, c'est Donc, la légèreté dont on parle. ouais, la légèreté, ouais. Et puis c'est aussi Mhm, vivre, enfin, faire ce qu'on a à faire de sa vie, quoi. Je sais pas, mhm, s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, des animaux, ouais. les peindre, faire des balades, enfin, vivre, quoi. Mhm, Il y en a qui vivent pour manger et d'autres qui mangent pour vivre. Voilà, l'idée, c'est d'amener vers manger pour vivre et être léger, mhm, quoi. Donc ouais. voilà les 4 grands courants. Euh, Personne n'est strictement dans un truc. Ce sont des tendances, d'accord? Faut pas mettre des étiquettes. C'est des mouvements, ça dépend des épisodes de vie. D'accord? Là, je t'ai donné des caricatures. Il y a des personnes qui ont eu que du surpoids toute leur vie. Il y a des personnes qui ont commencé par du surpoids, puis après qui ont basculé dans l'anorexie. J'ai vu tous les schémas dans tous les sens. Et tant mieux Ouais. qu'il y ait d'étiquettes. Mais par contre, il y a des émotions standardisées et typiques qu'on va aller voir là, dans cet échange. Mhm. Ouais, complètement. Ouais, les étiquettes, ça peut aussi être une pente glissante, dans le sens où parce qu'ensuite on peut s'attacher à une étiquette et ça rend le changement difficile. Tout simplement parce que un des instincts primordiaux de tout être humain, c'est on veut se sentir spécial. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est un peu le syndrome du flocon de neige unique, hein. Euh, et, euh, Flocons de neige et qui est chacun des flocons de neige étant unique. oui, c'est Si on ça. les observe au microscope. Oui, tout à fait. Et, euh, et en fait, les étiquettes, c'est une façon de se sentir spécial. Et du coup, le problème, c'est que si ensuite on s'attache à une étiquette parce que justement ça nous fait nous sentir spécial, on va avoir plus de mal à se sortir de ce syndrome, si tu veux, de cette étiquette. Donc, ouais, il faut vraiment faire attention à ça aussi. C'est Ouais, pour ça que t'as la complètement psycho. raison. Ouais, Les gens me disent je suis hyperphagique ou je suis boulimique. Non, non, mm. non, vous avez un trouble boulimique. Vous Non, faites de la boulimie. c'est pareil pour tout. Ouais. Ouais, si c'est dans l'être, mon Dieu, enfin, vous pouvez pas. Sinon, il faut recréer une identité. Parce que si je perds la boulimie, je suis qui? Donc, ça devient flippant, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe avec la ménopause. C'est C'est génial. que l'identité de la femme avant la ménopause, c'est je suis fertile, je peux avoir des enfants. Potentiellement, je suis belle. La beauté est associée avec la fertilité en général. C'est Fertilité, que ouais. pareil, La minceur aussi, c'est ouais. quelque chose d'instinctif. Ce qui est marrant d'ailleurs, la minceur, parce que selon les sociétés, il y a des sociétés, notamment en Afrique, où c'est l'inverse. C'est quand une femme est plus ronde, qui va être plus attirante pour les hommes, parce que là-bas, c'est l'inverse en fait. Enfin, je sais pas, c'est stéréotypé et c'est pas le cas partout, mais dans certaines cultures en Afrique, de par le fait que la nourriture n'est pas aussi abondante, une femme au contraire ronde, ils vont associer ça avec la fertilité et avec du coup une progéniture en bonne santé. Et du coup, c'est marrant parce que tu dis, ah, donc en fait, c'est qu'une idée. C'est pas une vérité absolue. Et en plus, ne serait-ce qu'en France, je veux dire, il y a un siècle, il y a un peu plus d'un siècle, je sais pas si. Il y a un peu plus d'un siècle, les critères de beauté n'étaient pas aussi minces qu'aujourd'hui. Ouais, complètement. Complètement. Et donc, oui, tout ça pour dire, voilà, tout ce qui est identité, ça peut rendre le changement difficile. Et c'est pour ça que voilà, travailler avec la psychologie, c'est super important. Et en fait, on en revient vraiment à. Ensuite, c'est pareil, c'est cliché, mais c'est plus profond qu'on y pense. Mais ça revient à l'estime de soi. C'est qui je suis en l'absence d'étiquette. Quelle est ma valeur intrinsèque? Ouais, ce que Et dit, je peux vous donner la réponse immédiatement. Elle est infinie. Il y a pas tu peux pas mettre de chiffres, tu peux pas quantifier. C'est juste qu'on a tendance, de par la société dans laquelle on vit, à dire, bon, bah, je me compare sur mon salaire. Je me compare sur mes abdos. mon chiffre sur la balance, Ouais, mon chiffre sur ma la balance. En fait, on proportion dans essaie la de glace. quantifier. Voilà. Et, et en fait, c'est ça qui crée tout un tas de troubles derrière, dont ce dont on parle aujourd'hui. Et, et en fait, c'est juste futile. C'est complètement futile. Oui, mais dans une société d'apparence, Et ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut s'en sortir, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on a appris, parce que de par la société dans laquelle on a grandi, et puis euh, ça touche peut-être à l'hypnose, mais notre inconscient est majoritairement programmé pendant les 7 premières années de la vie. Bon, il y en a certains qui disent les 10 premières années dans notre enfance, où on n'a pas vraiment d'autre mot à dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut potentiellement se désapprendre aussi. oui, c'est exactement ce qu'on fait carrément. Exactement. Effectivement. Euh,
Alors, on a peut-être un petit peu parlé de ça, mais j'aimerais savoir comment tu le formules avec tes propres mots, mais d'où viennent ces troubles alimentaires? Oui, tu m'avais posé cette question-là en off, et c'est une question qui est extrêmement vaste, extrêmement compliquée. Ouais. Il y a des grandes tendances. Il faut De ton commencer. expérience, peut-être. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu as ouais, pu bien sûr. observer? Alors, souvent, les gens veulent savoir d'où ça vient. Vous pouvez sortir des troubles alimentaires sans savoir d'où ça vient. Ça, Mhm. ça, c'est un côté un peu rassurant. C'est-à-dire que les personnes qui s'en sortent, elles me disent: ah, je me sens plus légère. Ah, j'ai moins de charge mentale. Ah, je suis plus obsédé par la nourriture. Ah, je m'en fous de tout ça. Et mon chiffre, soit sur la balance, quand elles sont au milieu de l'accompagnement, le chiffre sur la balance ne bouge pas alors qu'elles se pèsent plus. Je, je demande aux filles d'arrêter de se peser parce que ça sert à rien. Donc, en fait, parce qu'elles s'aperçoivent qu'en fait, en ne se pesant pas et en fait, en vivant leur alimentation classiquement, leur chiffre sur la balance ne bouge pas. Donc, déjà, ça fait un stress en moins. C'est un peu un saut de l'ange, hein. Les gens, il faut vraiment qu'ils me fassent confiance quand ils font ça, mais c'est une très belle victoire. Et une fois qu'ils ont retiré, et c'est une des raisons pour lesquelles, vraiment, ma croyance, on nous dit, les femmes, ont grossi avec la ménopause, et ça, c'est une des grosses inquiétudes. Euh, Moi, je crois que ça peut être choquant, mais enfin, déjà, il y a bien sûr un bouleversement hormonal, mais je pense qu'il y a un bouleversement aussi de l'identité et des émotions. Euh, Complètement. à 50 ans, on a plus d'emmerdes qu'à 25. Pardon pour le gros mot, mais ça veut dire que plus on a d'emmerdes, et plus on a de surpoids, plus on a de troubles alimentaires. C'est un peu la métaphore du fardeau qu'on a sur son dos. J'ai une cliente qui fait de l'anorexie-boulimie, avec qui j'ai discuté dernièrement, et elle me dit, quand je la fais se reconnecter à son corps, parce que souvent les personnes se déconnectent de leur corps, c'est une des raisons qui amène aux troubles alimentaires, c'est je me déconnecte de mon corps, ou je ressens trop d'émotions, trop d'empathie, trop de je veux aider les autres, ou je m'oublie au profit des autres, ou j'ai pas de sens, pas d'identité, pas de sens à ma vie, ou je sais pas à quoi je sers. Et à 50 ans, encore plus, puisqu'en fait, il y a le pilier de femme fertile attirante, où tout d'un coup, les hommes ne me regardent plus, par exemple. La séduction. La séduction peut faire grossir, ou l'absence de, ou la fuite de la séduction peut faire grossir. Les deux, ou maigrir. Ça, c'est hyper intéressant. C'est encore un autre sujet pour répondre à ta question. Et donc, à 50 ans, euh, vous avez accumulé tout un tas de problèmes de la vie, des émotions, des traumatismes qui n'ont pas forcément été bien traités ou bien traités au niveau des émotions. Donc nous, on fait en sorte de retirer les émotions associées à ça, ce qui fait qu'en fait, il y a des personnes qui sont minces, ou en tout cas qui s'aiment infiniment plus à 50 ans qu'à 20. Et déjà, voilà, des gens qui ne s'aiment pas, on les accompagne à s'aimer, et une fois qu'elles s'aiment, elles peuvent s'alléger et après perdre du poids. Les gens disent: oui, mais si je perds du poids et je suis mince, alors je vais m'aimer. Ça est une solution temporaire, malheureusement. Alors que si vous vous sentez légère et vous vous aimez, alors à ce moment-là, vous allez perdre du poids définitivement sur le long terme et ça va être serein. En fait, on va amener les gens à des choses qu'ils n'ont jamais vécues, jamais compris, jamais ressenti. Et c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils me demandent l'inverse. Et à chaque fois, ils me demandent un truc qui va leur faire grossir et les rendre malheureux. Donc, c'est tout le chemin de leur dire, c'est moi, en tant qu'expert, j'ai vu 1000 personnes avant vous, ça sert à rien. Ce que vous faites là, ce que vous me demandez, c'est l'inverse. Même si vous l'avez vécu un jour, ça vous a fait respirer, je vous dis que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que j'accompagne les gens sur 6 mois, un an. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas imaginer à quoi vous allez ressembler et ce que vous allez vivre dans 6 mois. C'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer et espérer. Donc, Hmm. voilà, on fait le tour de tout un conditionnement. Vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui vous avez des troubles alimentaires. Et même si je vous donnais la réponse, vous ne pourriez pas la faire rentrer à l'intérieur. Mhm. Donc, Ouais. voilà. Ouais, et puis effectivement, il y a enfin, c'est le même phénomène qu'on peut voir un peu partout, mais c'est je serai heureuse ou je serai heureux quand? Point, point, Ouais, point. Trois petits points. Donc là, en l'occurrence, c'est je serai heureuse quand j'aurai perdu, disons, 10 kilos, 20 kilos. ouais. OK. Et, euh, et pour comprendre pourquoi ça marche pas, cette psychologie, et on l'a tous fait, ça c'est clair, mais pour comprendre pourquoi ça marche pas, c'est OK. Est-ce que tu souhaites être heureux ou heureuse à long terme? En général, je pense que les gens vont dire oui. OK? Cool. Donc, est-ce que tu penses que apprendre à être heureuse aujourd'hui, indépendamment de ton poids, est une meilleure stratégie que être heureuse peut-être quand tu as perdu ton poids?
Parce qu'en fait, c'est complètement conditionnel. Ça veut dire ça dépend de ton poids. Si ton poids il est haut, c'est en fait c'est le syndrome de la balance que tu as dû voir mille fois. C'est voici la balance, elle est haute, ça dicte l'humeur de la journée. Si elle est basse, ça dicte l'humeur de la journée. Tu vois, si elle est basse, je m'aime, tout va bien, je suis dans le monde des bisounours. Et, et si elle est haute, c'est la catastrophe. Et donc effectivement, c'est l'inverse, ce que tu décris. C'est je dois apprendre à m'aimer. C'est pareil, c'est cliché. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Quand il s'agit de femmes et notamment de mamans, c'est apprendre à s'occuper de tes propres besoins, notamment, Ah, et pas faire passer le monde entier avant toi. Alors oui, il y a un instinct maternel où tu dois être capable, et tu vas devoir le faire dans une certaine mesure, tu dois être capable de te sacrifier pour ta progéniture. ouais, C'est normal. C'est absolument normal. Euh, mais quand tu te préoccupes plus de, bon, tes enfants, c'est normal, ton mari, ton boss, tes voisins et les enfants de tes voisins, avant de t'occuper de toi, là, va y avoir un problème. Et là, c'est clairement, pour moi, c'est un symptôme immédiat, c'est direct, c'est il y a un manque d'amour de soi. Parce que c'est pas Le- juste te regarder dans le miroir et dire je m'aime, ça n'a rien à voir, c'est quelles sont tes actions. Est-ce que tu te préoccupes en permanence des autres? il y a un exercice que je leur fais faire, hein, de se poser la question à chaque fois que vous allez faire quelque chose pour les autres. Posez-vous la question, est-ce que ça va vous faire grossir? Si oui, de combien? Et est-ce que ça vaut la peine? Et donc, quand tu dis je vais aider le voisin et ça va me prendre faire manger une tablette de chocolat, manger 500 grammes ou 1 kilo, je te jure que ça calme très vite, hein. C'est très désagréable comme sensation, mais au moins ça Ouais. re-switch dans le bon sens. Mhm. Ouais. Et puis, ensuite, il y a la réponse immédiate quand j'explique ça, c'est mais je suis pas égoïste, moi. Oui. Ça n'a rien à voir. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue psychologique et du système nerveux, au niveau vraiment comment ça fonctionne, un être humain en situation de stress, et ça peut être le stress psycho-émotionnel dont on a parlé, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des carences, ça peut être manque de sommeil, ça peut être financier. Un être humain en état de stress, ce qui est le cas de la majorité de la société, va être fondamentalement égoïste. Un être humain qui est en pleine santé, qui est reposé, qui n'est pas carencé, qui est bien nourri, etc., qui est heureux, va naturellement être social et aider les Mm. autres. C'est normal, c'est la pyramide de Maslow. C'est je m'occupe de moi, puis je m'occupe des autres. C'est dans l'avion, je mets mon masque à oxygène en premier, puis j'aide les autres. C'est la même métaphore. Ouais, c'est voilà. Et penser qu'il faut absolument se sacrifier pour le monde entier euh, pour avoir de la valeur, pour se sentir comme si on est utile, c'est de la programmation. C'est notamment issu de la religion, d'après moi. C'est t'es un saint quand tu te sacrifies pour les autres. Ouais, mais du coup, si toi tu dépéris, bah, au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir t'occuper des autres parce que tu vas tomber malade. Oui. Voilà. Et si, et ce que la question que je pose à mes clientes, c'est si tout le monde faisait comme toi, à quoi ressemblerait la société? Ah, Euh, ça serait beaucoup mieux. euh, non. Si tout le monde s'occupait bien De lui-même. de lui-même ou d'elle-même, et ben, tout le monde serait plein d'énergie, tout le monde serait heureux, et ensuite on s'entraînerait. Tandis que si tout le monde se sacrifie pour tout le monde, ben, on a juste un tas de gens qui se sacrifient. Donc, voilà, effectivement, c'est un travail qui se fait de fond, en fait. C'est un travail de fond. Oui, oui, l'essentiel est à ça. Après, derrière, tu peux avoir aussi des personnes qui. Je dois être forte. Tu vois. Après, après le sacrifice, c'est. Je dois être forte comme un homme, par exemple. Donc, Ouais. j'ai un physique d'homme, par exemple. Hmm. Ouais, bah, ensuite, ouais, il y a tout un, enfin, il y a plein de choses, mais il y a effectivement le courant, notamment féministe, qui a mené à ça, où, voilà, au nom de l'égalité des sexes, les femmes doivent être aussi fortes que les hommes, mais en plus de ça, être une femme. Ouais, Et du coup, bah, ça fait beaucoup. ça fait Et, beaucoup. euh, et moi, j'aime bien blaguer, c'est ouais, ok, égalité, mais sur quel plan? Parce Ouais, qu'en termes de capacité à donner la vie, on n'est pas très égaux, hein. Nous, on est un peu nuls, hein. non. C'est genre, enfin bref, je comprends ensuite que oui, il y a des différences dans les revenus en moyenne, etc. Mais voilà, parler d'égalité, enfin bref. Euh, en plus, les hommes sont moins utiles d'un point de vue biologique que les femmes. Bref. Ouais, c'est pour Euh, ça qu'on les sauve, c'est pour ça qu'on les sauve d'abord, d'ailleurs, hein, les femmes et les enfants. oui, exactement. Exactement. Bref. Euh,
En quoi as-tu vu que l'hypnose, ça pouvait aider avec tout ça, justement? Alors, j'imagine que dans ton accompagnement, tu fais pas que de l'hypnose pendant Non, 6 mois à 1 an, non. mais en quoi peut-être l'hypnose rajoute cette couche qui peut être vraiment utile? Il y a beaucoup de choses. En hypnose, déjà, on peut voir comment votre inconscient, qui représente 90-95% de de vos mécanismes, de vos habitudes, de vos réflexions, de ces choses-là, fonctionne. Les gens sont très choqués de voir ce qui sort en séance, en fait. Mon objectif, c'est de les pousser, les provoquer, du style, je leur pose des questions costauds, du style, je mérite de vivre, 10 totalement, 0 pas du tout. Aujourd'hui, je mérite de vivre, par exemple. C'est des questions sur l'identité, mais c'est le premier chiffre qui vient à l'esprit, qui est hyper important pour moi. Et si tu veux, si on fait attention à ce que 95% de notre cerveau pense, bah, c'est beaucoup plus facile ensuite de se défaire des troubles alimentaires. Alors, il y a beaucoup de conditionnement, d'apprentissage derrière. Euh, et donc, du coup, on va aller chercher ces émotions. Les émotions vont 10 fois plus vite que la raison. Le, le- le- le temps que tu le sais, mais je ne sais pas si tout le monde le sait, euh, on a un coup de cœur où on a peur, où on a envie, où on est heureux, où on est malheureux, avant de comprendre et d'avoir notre cerveau qui réagit. Ça réagit en l'espace de 500 millisecondes, alors que la logique et la raison va arriver en l'espace de 3 ou 5 secondes. Et Complètement. donc, Et nous, on c'est va d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'incompréhension. Pardon de te couper, mais c'est carrément. pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire, je ne comprends pas pourquoi elle n'arrive Oui, pas à arrêter de boire son vin ou arrêter de manger son chocolat. En fait, de ouais, l'extérieur, on fait, mais on ne comprend pas. Mais c'est parce qu'on raisonne avec la logique. Et oui. c'est complètement quelque chose d'émotionnel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, par exemple, si je veux aider un membre de ma famille qui a tendance à trop manger ou il ne peut pas s'empêcher de manger du chocolat, il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver parce qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est exactement ce que dit Robin, c'est l'être humain est une créature émotionnelle. Et on prend nos décisions de manière émotionnelle et ensuite on va rationaliser derrière avec la logique. Et c'est pour ça que des fois, il y a quelqu'un qui va être... euh, tu vas leur dire bah, pourquoi tu manges le chocolat, ils vont sortir une excuse bidon. Mais oui, oui. Et on pose jamais, en hypnose, on pose jamais la question pourquoi. Et c'est pour Ouais. ça que je fais pas de psychologie. C'est pour ça que je fais pas de nutrition diététique, parce que tous ces fonctionnements-là utilisent la tête. C'est hyper intéressant pour se connaître de manière générale. Sur les troubles alimentaires, ça complique beaucoup les choses et je leur demande des beaucoup plus instinctifs. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça, c'est la question que je pose mais 1000 fois. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez? C'est quoi les émotions etc., que vous avez là? Et une fois qu'on a cette éducation-là, on peut aller voir, un peu comme dans le film Vice-Versa, je ne sais pas si les gens l'ont vu, ou dans le film de Pixar, tu as plusieurs personnages. Tu as la colère, la joie, l'angoisse, t'as différentes émotions. Tu as le 2 qui va sortir prochainement. Et on s'adresse à ces émotions-là. Et c'est ce qu'on fait en hypnose. Et donc, du coup, on va expliquer au stress, non, tu n'as pas besoin de sortir à ce moment-là. Et on va faire aussi des régressions en âge. Ça veut dire que, enfant, on a appris à je mange, ça m'apaise. Et ben, on va aller expliquer dans l'état d'hypnose à l'enfant, il n'y a pas besoin de manger. Tu peux aller colorier, tu peux aller faire un truc. Et tout ça, ça va apaiser les émotions, ça va apaiser le mécanisme et les automatismes. Ce qui fait que les gens n'ont pas besoin de comprendre, c'est juste qu'en fait, on reprogramme, on réajuste les câbles et les fils, ce qui fait que l'émotion ne sort plus. J'ai du stress, mon réflexe n'est plus le chocolat, mon réflexe, c'est d'aller me balader, d'aller prendre soin de moi, etc. Donc c'est comme ça que j'utilise l'hypnose et à quoi ça sert. C'est super important ce que tu viens de dire aussi, et je vais rebondir sur juste le chiffre que tu as donné plus tôt, sur le fait que l'inconscient, c'est jusqu'à 95% de notre esprit, en fait, de notre cerveau. C'est notamment pour ça que la volonté et la motivation ne suffisent pas. Hein, si on regarde les bonnes résolutions les résolutions du nouvel an, c'est Oui, pour ça que ça marche pas. Parce qu'on essaye d'y aller avec le conscient, donc les ouais, 5% qui restent, ouais. contre l'inconscient qui va te donner tout un tas de raisons pour lesquelles tu vas pas y arriver, c'est pas ton genre, ça va pas marcher, etc. Et en fait, du T'as coup, jamais été l'hypnose, mince, alors pourquoi tu le seras aujourd'hui? voilà, exactement. Ou alors, enfin, je peux donner un autre exemple, c'est si aujourd'hui tu as un surpoids, ça pourrait être parce que il y a eu un abus sexuel plus tôt Par dans ton exemple. passé. Et en fait, le surpoids, c'est une armure, ça te protège. Du coup, tu peux vouloir brûler des calories et brûler des graisses aujourd'hui, mais si tu es toujours inconsciemment en train de te protéger parce que tu n'as pas envie que ça te arrive, enfin que ça t'arrive à nouveau, personne n'a envie, hein, mais c'est pas la bonne réponse en fait à ce Oui, traumatisme. Donc, c'est là que ça peut être intéressant, effectivement, notamment avec l'hypnose, de aller à l'inconscient et de dire, ah, peut-être que c'est pas le bon programme que tu fais tourner, c'est pas la bonne réponse que tu as. Et du coup, ensuite,
l'inconscient avec ses 95% donc, de capacité contre 5% pour le conscient, va aller dans ton sens. C'est ça. Et- Ouais, ouais, bien sûr. C'était la mention de saboteur que tu mentionnais tout à l'heure. Ouais, ouais. ouais, voilà. Voilà. C'est-à-dire que, je vais te donner un autre exemple. Moi, quand je débutais en tant qu'entrepreneur, euh, mon inconscient, il était encore en mode je suis un employé ou je suis un étudiant. Ouais. J'avais l'habitude qu'on me dise quoi faire, hein, parce que quand on a des parents qui nous disent quoi faire, puis on a les profs à l'école, puis ensuite on a le manager ou le boss. Et en fait, toute notre vie, on nous dit quoi faire. Et le Mm, jour où on est entrepreneur, il n'y a personne qui dit quoi faire. Et du coup, ah, bref. Et du coup, en ce sens, mon inconscient, mon identité, tous mes programmes n'étaient pas du tout compatibles avec mes 5% conscients qui voulaient être entrepreneurs. Euh, donc voilà. Ensuite, je n'ai jamais fait d'hypnose moi-même. Enfin, on pourrait dire que j'en ai fait parce que je me suis auto-hypnotisé en oui, faisant, en m'exposant à tout un tas de trucs qui me permettaient euh, d'aligner, si on veut, de reprogrammer mon inconscient vers ce que je voulais. oui, Euh, mais voilà, il faut que mon inconscient soit à mes côtés, sinon ma vie va être un enfer. complètement. Et puis ça se fait en douceur parce que les gens vont se dire, Ouais, c'est en ah, douceur. on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc ça veut dire que c'est comme ça que je fonctionne, hein. Enfin là, on est en train de parler d'hypnose, mais il y a un autre système. C'est-à-dire que moi, je fais de l'hypnose en individuel, je fais aussi de l'hypnose en groupe, et c'est hyper important dans des petits groupes. Quand vous avez des personnes qui ont exactement la même chose que vous, quand il y a des personnes qui sont mamans solo, par exemple, ou ça fait 20-30 ans qu'elles ont des troubles alimentaires, ou qui sont célibataires et qui se trouvent trop grosses pour être en couple ou quoi que ce soit, quand vous êtes réunis entre vous, vous vous soutenez, il y a de l'empathie, il y a une compréhension. Et puis quand vous avez quelqu'un qui a 1 mois, 2 mois, 3 mois d'avance par rapport à vous, et qui témoigne et qui dit bah, moi j'étais là où tu en es et voilà où elle est, rien que ça, c'est des suggestions qui rentrent directement dans le cerveau. Je fais de l'hypnose en individuel, mais c'est le groupe que j'accompagne qui fait de l'hypnose aussi et qui permet d'avoir un élan pour avoir la moyenne des 5 personnes qui sont une moyenne de motivés, de gens qui s'en sortent. Et c'est un petit peu chaque fois qui permet une transformation profonde et non pas je fais une session, on transforme mon cerveau et ça serait horrible. Je sais exactement ce qu'il faut faire, mais si du jour au lendemain, vous s'appelez Sylvie au départ et puis après vous appelez Virginie ou Victoria à la sortie, parce que c'est ce qui se passe, hein, si on vraiment on vous reprogrammait en l'espace d'1 heure, vous pouvez le faire sur 6 mois, vous pouvez le faire sur un an et ça se fait doucement, donc ça va, vous restez Sylvie tout le long. Vous si passez de Sylvie à Virginie, je vous jure que c'est une crise monumentale. Vous remettez tout en l'air. C'est ce qui se passe aux femmes qui se font des opérations bariatriques, qui font réduire les 2 tiers de leur estomac, qui d'un coup passent de 130 kilos, 150 kilos à tout de suite 70 kilos. Quand elles commencent à perdre, du coup, ça fait à peu près 60 kilos de gras, machin, en 6 mois, elles font tout péter. Elles divorcent, elles se séparent de toutes leurs amies, c'est plus les mêmes, elles font la fête, elles font tout ce qu'elles n'ont jamais pu faire, etc. Mais c'est extrêmement malsain parce que derrière, après, elles reprennent du poids et elles sont pas, je pense, pas plus heureuses. Elles le disent que oui, mais moi, j'en ai beaucoup en cabinet qui disent, enfin, voilà, la transformation violente est violente, Ouais, parce même si qu'ensuite, c'est vrai. ton environnement va plus refléter qui tu es. Clairement. Clairement. L'environnement au-delà. Donc, il y a les 5 personnes avec qui qu'on côtoie le plus qui nous influencent énormément. Il y a forcément les 10 premières années de notre enfance. Et il y a aussi notre environnement dans lequel on vit. Et du coup, si d'un seul coup, je suis une personne radicalement différente et que je reviens dans le même environnement et que je côtoie les mêmes personnes, là, va y avoir une collision, là. Et c'est là que, comme tu dis, il y en a qui font tout en l'air. Euh, et effectivement, voilà, faut y aller en douceur. Et d'ailleurs, c'est aussi une croyance un peu limitante de penser que ça va être la galère de changer. Bah, pas si on travaille avec l'inconscient, justement. Ouais. La galère, c'est que si j'essaye d'y aller à la force de ma volonté et que je suis contre les 95% de mon inconscient. Et c'est là que je vais galérer. C'est là que je vais galérer. Carrément. Euh, Une phrase que je leur dis souvent, le futur n'est pas comme le passé. hmm. C'est une phrase qui est super importante à garder en tête. C'est pas parce que vous avez galéré pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans que dans les 20, 10 prochaines années, vous allez les galérer. C'est grâce à tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, plus là, vous commencez à avancer avec ces écoutes-là, que vous allez aller beaucoup plus vite et voir les progrès. Le bambou, les 5 premières semaines, il fait pousser des racines, on voit rien du tout, comme n'importe quelle plante en fait. Après, boum, il explose. En l'espace de 5 semaines, il prend plusieurs mètres.
Donc c'est un peu ce qui va se passer pour vous. On a du mal à le voir et y croire parce que vous l'avez pas vécu encore. Hmm. Mais c'est ce qui se passe pour toutes mes clientes. Donc Et c'est pour le là que coup, ça aide vous avez d'avoir l'exemple. justement d'autres personnes qui l'ont fait. Exactement. Et c'est Ouais. vraiment la force du groupe, c'est que vous voyez des personnes qui le voient. Elles disent non, mais tu vas y arriver. Non, mais j'y crois pas, etc. Et après, on vous décrit, moi, comme mes clientes, vous décrivent ce qui va se passer. Et puis petit à petit, comme vous commencez à checker le bingo des éléments, vous commencez à dire bah, elle me l'a dit, ah, bah, elle me l'a dit, elle me l'a dit, je suis en train d'avancer. Ah, bon, bah alors ça va se réaliser. C'est beaucoup plus facile. Mhm. Ouais, complètement. Et en fait, j'aime bien le futur n'est pas comme le passé. Moi, en général, c'est pareil. Je dis un truc un peu similaire et je blague, je fais bah, le passé, il est passé. Et le Oui, futur reste à déterminer. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on a tendance à. Pourquoi la majorité des gens, ils sont juste pessimistes. Peut-être que c'est c'est juste en France, je sais pas. Peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain, la façon dont il fonctionne, c'est qu'il essaye en permanence de prédire le futur. oui, Pourquoi? Parce que l'incertitude, notamment l'incertitude liée au futur, c'est c'est synonyme de danger, de menace. Et donc, ça va compromettre notre survie. Donc, notre cerveau, il fait tout ce qu'il peut pour prédire le futur. Comment il oui. fait ça? Il se base sur les mémoires passées. Et il va estimer que si j'ai vécu ça pendant 20 ans, alors il y a 99,9% de chances que ça va se passer comme ça dans le futur. L'horreur. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est ce que vient de dire Robin, c'est le futur n'est pas comme le passé. Le passé, il a rien à voir avec le futur. C'est ensuite on pourrait être métaphysique tout ça, dire voilà le potentiel est infini, etc. Mais c'est un peu ça. Il pourrait se passer n'importe quoi. C'est pareil d'ailleurs dans le monde des phobies. En général, on a peur de ce qu'on a vécu. Enfin, enfin, c'est complètement lié avec une mémoire en fait. Euh, mais en fait, la plupart des problèmes de la plupart des gens, si on leur efface la mémoire, plus de problème. Carrément. Ouais. Non, je me suis dit, j'avais pensé à un truc un peu similaire sur le médicament anti-culp. Si je devais inventer un médicament pour faire perdre du poids, contrairement à ce qui est en train de sortir en ce moment, mais bon, il y a des modes tous les 3 5 ans, ça fait un siècle que c'est comme ça, donc c'est normal. Les premiers régimes par un médecin est apparu au début du XXe siècle, là. Enfin, ça fait plus d'un siècle et demi et c'est catastrophique le poids. Donc, bon, si ça fait un siècle que ça marche pas, ça va pas marcher le prochain siècle. C'est un médicament anti-culpabilité, mais aussi anti-empathie. Si on transformait toutes ces clientes en personnes qui sont beaucoup plus, un peu comme les psychopathes, qui n'ont pas d'empathie, qui ne ressentent pas, en fait, elles perdraient du poids. Leur vie serait catastrophique, il y a beaucoup de choses qui changeraient, etc. Mais elles perdraient du poids parce qu'en fait, elles n'en auraient rien à foutre des autres et elles s'écouteraient et elles feraient ce qu'il faudrait. Ça serait horrible, hein. Mais c'est pour dire combien ça peut être vite choquant et Ouais. efficace. Donc c'est vraiment le résumé de cet épisode. Arrêtez d'être empathique. Non, mais oui, effectivement, il y a quelque chose sur le fait de voilà, de pas se soucier de ce que vont penser les autres. Ça ne veut pas dire être insensible à la souffrance humaine, mais ça veut dire, bon, il y a un moment où le jugement des autres, bah, c'est le leur, en fait. Il n'a rien à voir avec toi. La plupart des choses, c'est de la projection. Donc, le jugement de quelqu'un, ça en dit plus sur eux que sur toi. Euh, mais voilà, c'est Et puis moi, je leur dis souvent, ne volez pas le boulot des thérapeutes. Enfin, c'est marrant, ouais. C'est pas des mal. coachs, des thérapeutes, des accompagnants, quoi. C'est pas votre job, vous n'êtes pas payé pour ça. Ouais, C'est une des raisons pour lesquelles on paye, parce que ça permet à la personne de s'investir. ouais. Il y a des personnes, tu leur demandes de l'argent, je vous promets, vous êtes sûr d'y arriver, vous payez tant. Il y a plein de personnes qui n'achètent pas et qui n'y vont pas. Donc, Mhm. pour éviter de se faire piéger par ces grands enfants, euh, déléguez-les à des accompagnants, des thérapeutes, etc. Ouais. Et puis, dans le même genre, c'est aussi marrant, c'est, bon, disons qu'il y a quelqu'un qui souffre, et du coup, par empathie, bah, tu souffres avec. Bah, maintenant, on a deux personnes qui souffrent et on n'a pas, on n'est pas mieux, quoi. Vraiment. C'est, euh, bon, ça veut pas dire d'être insensible, une fois de plus, mais bon, ensuite, j'imagine que voilà, il y a une fonction plus féminine où tu es plus empathique, parce que voilà, ça fait partie de la personne euh, qui va, voilà, la maman, en fait, qui va prendre soin de sa progéniture. Et c'est une caractéristique naturelle du féminin. Euh, Tandis que voilà, l'indifférence est plus masculin. Mhm. Mais voilà, on a tous ces qualités en nous et il faut savoir au bout d'un moment, bon, qu'est-ce que ça me coûte d'être aussi empathique et de souffrir avec enfin, d'avoir ma souffrance qui dépend complètement de la souffrance autour de moi, quoi. Ça fait au final, je suis pas du tout au contrôle de ma vie et d'où la prison dans laquelle que je crée pour moi-même avec donc ces troubles alimentaires, quoi. Vraiment. Carrément.
et je décale un tout petit peu le sujet, mais le futur, quand je demande aux gens comment est-ce qu'ils visualisent le futur, la vie, comment ils voient la vie, souvent ils l'imaginent. Je laisse quelques instants aux personnes pour se poser la question d'appuyer sur pause sur le podcast en disant comment est-ce que si ma vie était une courbe, à quoi elle ressemblerait? Et souvent, la réponse que j'ai, c'est une sinusoïde. Donc, ça veut dire que c'est comme un effet yo-yo, quoi. Donc, si je vois la vie comme un effet yo-yo, bah, je vis un effet yo-yo, hein. Si je vois la vie comme une courbe qui est ascendante et qui est de plus en plus positive, et ben, mon poids va s'alléger. Et si je le vois comme une courbe négative, mon poids va s'alourdir. Je viens de perdre mon idée en faisant la pause. Je disais, voilà, l'idée, c'est que votre deuxième période de vie, donc une fois que vous n'êtes plus fertile, c'est une période de vie où, enfin, on va vous lâcher les baskets sur quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu vas faire des enfants, quel âge a tes enfants, quand est-ce que tu mets le deuxième en route, le troisième en route, etc. C'est un moment de, c'est un moment de liberté aussi. C'est un moment où on arrête de vous demander des comptes. Là, vous avez encore peut-être 50. Bon, souvent, mon grand-père est décédé à 100 ans, donc je suis persuadé que tout le monde va vivre jusqu'à 100 ans, mais vous avez encore 20, 30, 40 belles années à vivre devant vous. Donc, profitez-en. Libérez-vous de tous ces trucs de jeunesse qui vous lourdaient et soyez heureuse, quoi, parce qu'il y a plein, plein, plein de belles choses à faire. Hmm. Ouais, complètement. Et ce que j'entends souvent avec les femmes avec qui j'échange, en général à cet âge-là, en particulier si les enfants commencent à être soit bien adolescents, soit jeunes adultes, et donc qui commencent à quitter le nid, c'est maintenant je veux faire quelque chose qui me passionne, Ben voilà. très souvent. Donc il y a ça. Euh, alors, en général, il y a toujours je me soucie de ce que pensent les autres, et du coup, soit je le fais pas, soit du coup ma santé le paye, et du coup je suis fatigué, etc. Hein, parce que avoir le poids du monde sur les épaules, c'est potentiellement une grosse contribution à la fatigue. Parce que c'est épuisant. Euh, mais ce que je voulais dire aussi, et c'est quelque chose qui a énormément, énormément de sens, c'est euh, tu, enfin, en étant ménopausé et en continuant de, au fil des années, tu as l'opportunité d'être un exemple pour les plus jeunes de comment on peut bien vieillir, Ah ouais, voilà, comment prendre soin de soi. Parce que ce que je dis aussi souvent, c'est les enfants, ils écoutent pas ce que tu dis, ils regardent ce que tu fais. c'est la même chose. Voilà. Et, et donc, si tu te négliges et que tu te sacrifies pour tout le monde, les enfants, ceux qui te regardent, ils vont apprendre la même chose. Ils vont se dire, bah, c'est normal, puisque c'est ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on programme l'inconscient, notamment. Euh, si on voit que maman, elle se néglige tout le temps, elle se sacrifie tout le temps pour les autres, bah, sa petite fille, elle va apprendre que c'est normal et c'est comme ça que les femmes doivent se comporter. Mais donc, là où je veux en venir, c'est que il peut y avoir, on peut donner du sens à cette deuxième moitié de vie si on voit ça comme j'ai l'opportunité de montrer aux plus jeunes générations comment prendre soin de soi avec l'âge. Parce que j'ai au moins 50 ans d'expérience. Et donc j'ai beaucoup de choses à apprendre aux Ben autres. oui, carrément. Euh, Je pense enfin, pas tout que... ça, et donc tout ça pour dire, en fait, c'est reformuler son identité. C'est vraiment ça. C'est mon identité et ma valeur intrinsèque ne dépend pas que de ma fertilité euh, ou de Ouais, peut-être ma minceur. Même si la prise de poids avec la ménopause n'est pas obligatoire. Euh, oui. très souvent, c'est juste que la ménopause en général, c'est la bombe à retardement en fait. C'est j'ai accumulé, j'ai accumulé, j'ai accumulé pendant toute ma vie. Bon, très souvent maintenant, malheureusement, il y a tout ce qui est syndrome prémenstruel, endométriose, etc. Mhm. Mais en général, la ménopause, c'est la claque. C'est ah, bah, je dors plus. Bon, forcément, il y a des bouffées de chaleur en préménopause, etc. Mais j'ai plus d'énergie, j'ai prends du poids, je suis presque léthargique. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais en fait, c'est que le corps, il a accumulé, accumulé. Et, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. C'est juste que euh, bah, c'est l'opportunité de commencer à prendre soin de soi et à s'aimer. Et donc, ça peut passer par, effectivement, surmonter les troubles alimentaires, avec notamment l'hypnose. Parce que voilà, le but, c'est pas de vivre dans une prison. Et en fait, ce que je remarque, et bah, du coup, tu es dans ce milieu-là, Robin, mais la plupart des gens, dès qu'ils ont le moindre symptôme, ils vont immédiatement sur l'alimentation. Oui, oui, tu sais, il y a cette phrase qui dit que votre alimentation soit votre première santé, premier médicament. Ouais.
Ouais, mais c'est ce que j'ai envie de leur dire. Vous l'avez essayé déjà des dizaines d'années. Testez autre chose. Mhm. Parce Ouais. que les mêmes actions ont même les mêmes conséquences, les mêmes résultats. Oui. Et tiens, bah, encore une citation d'Einstein, c'est quoi? C'est la définition de la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ouais, c'est ça. C'est pareil, c'est pareil, je la paraphrase, hein, je sais pas exactement ça, mais c'est un peu l'idée. Euh, En hypnose et en fait, pourquoi moi je me défais, pourquoi je ne parle jamais d'alimentation avec mes clientes, c'est parce qu'en fait, on vous dit il vous faut apprendre à déstresser et à vous aimer. Bah, à partir de là, il n'y a personne qui t'explique comment il faut faire. Et ça se fait pas en une heure, en fait. Ça se fait avec un cheminement et il y a tout un accompagnement à ça. Et moi, je n'accompagne que des femmes à apprendre à s'aimer, à apprendre à déstresser, à apprendre à interagir différemment avec l'entourage, à leur dire d'aller se faire voir, de ne plus culpabiliser quand elles disent non. Il y a toute cette rééducation-là qu'on aurait dû avoir dès l'enfance et qu'on n'a pas acquis. Les hommes ont ce côté où ils disent, quand ça les saoule, ils s'en foutent, ils se ferment, ils se mettent dans leur bulle. Donc, ouais, ce qui est un autre problème en un soi, autre mais problème. Et puis derrière, ça peut amener de la violence et ça peut amener de ah ouais. l'isolement, des choses comme ça. Mhm. Mais on peut être, enfin, les, les divas sont beaucoup plus respectées que les personnes qui disent tout le temps oui, les divas qui disent non en permanence. On respecte beaucoup mieux les gens qui disent non, il y a quel moment ils disent non, qu'aux gens qui disent tout le temps oui, bien sûr, avec plaisir, et qui s'écrasent. Mhm. Complètement. Complètement. Et puis moi, dans mon domaine en général, quand je vois qu'il y a une certaine rigidité autour de l'alimentation ou beaucoup d'émotions attachées à l'alimentation, ce qui est vraiment très courant, en général, je me dis, et c'est plus un conseil pratique pour ceux qui écoutent, hein, c'est bah, concentre-toi sur les 50 autres choses que tu peux faire pour améliorer ta santé. Si, Vraiment? si l'alimentation, c'est si dur que ça, bah, tu as 50 autres choses. Alors ensuite, la deuxième chose à laquelle les gens pensent, c'est le sport. Ok, c'est bien. Mais il y a 50 autres choses ensuite, c'est 49. Et en général, parce que donc il y a l'aspect psychologique, et il y a l'aspect aussi, euh, plus je suis dans un état de stress, plus mon inconscient a l'emprise sur moi. Ouais. Et donc, plus je réduis le stress par d'autres moyens que mon alimentation, que m'obséder avec l'alimentation et que le sport. Le sport, c'est aussi un stress en soi d'ailleurs. C'est un truc dont je parle pas mal. C'est si je fais du cardio tous les jours pour perdre du poids, brûler des calories, c'est un stress aussi. Ouais. Surtout vu comment la majorité des gens et la majorité des femmes le font. Oui. Euh, Quand on fait le cardio la bouche ouverte, qu'on est en pronation des pieds, du coup ça fait mal aux genoux et qu'on porte des trucs comment ça s'appelle, des leggings moulants qui sont en polyester, tout ça, ça va influencer ton stress. Tout ça, ça infecte. Bref. Euh, et donc, plus je suis stressé, plus mon inconscient a d'emprise sur moi et plus du coup je vais me réfugier dans la nourriture si j'ai cette prédisposition. Et du coup, c'est bon, peut-être que faire les 50 autres choses que je peux faire pour prendre soin de moi vont rééquilibrer ma réponse au stress, vont me donner plus d'énergie, et plus j'ai d'énergie, moins j'ai de stress, plus c'est facile de changer aussi. Hmm. Euh, alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est il n'y a pas besoin de nécessairement commencer par l'alimentation, parce que la plupart des gens ils sont crispés. C'est non, pas touché. Donc, euh, même si, euh, voilà, même si vous voulez perdre du poids, oui, l'alimentation joue un rôle, euh, mais commencez par les changements faciles, quoi. Et commencez par vous prouver à vous-même que vous pouvez vous aimer en faisant les bons choix. Oui, un massage, Un aller à massage, un cours de dire non, danse, dire non pour une fois, oui, dire non. vous poser, je sais pas. Voilà, il y a 50 autres façons. Prendre un bon livre. Voilà, Bon, bah voilà. cool. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que tu aimerais dire à l'audience? Un message, je sais pas, concernant comment s'en sortir? Euh, Pourquoi c'est un tabou déjà? Pourquoi c'est un tabou? Enfin, même la ménopause d'ailleurs, hein, c'est un tabou en soi, mais Parce que pendant très longtemps, le contrôle du corps, de l'apparence, etc., a été extrêmement valorisé. Euh, chez les femmes, ça veut dire qu'elles n'ont pas de maladie, ça veut dire que, voilà, c'est un peu être un trophée, quoi. Une femme trophée qui paraît. Mais pour vous le dire, les femmes,
voilà, dans la perfection, l'apparence, machin chose, ça cache souvent un mal-être. Ça Ouais, et cache... puis je vais donner je vais donner ma perspective d'homme. Euh, une femme qui est ultra complexée, ce n'est pas attirant. Oui. Euh, C'est, même si elle peut être un 10 sur 10, je sais pas si ça existe, mais un 10 sur 10 en termes de son apparence physique, si elle est ultra complexée, c'est pas attirant, c'est un enfer. Je savais, non, je voulais juste dire ça parce que c'est une fausse idée. Bref, vas-y, pardon d'avoir coupé. Tu me demandais un dernier message. Vous avez les plus belles années devant vous à vivre. Vous avez plus de revenus financiers que si vous en avez 25. Plein de choses ont été établies. La société n'attend plus grand-chose de vous, je pense, je trouve. Donc vraiment, vous avez un boulevard. La vie est un jeu, la vie est un boulevard. Profitez-en. Euh, il y a énormément de solutions et les sujets sur la ménopause deviennent de moins en moins tabous, puisqu'en plus, c'est ce que j'aime, c'est le fait que si des hommes qui ne sont pas touchés par le sujet puissent en parler, c'est que vraiment, tout le monde peut en parler. Mhm. Ça, c'est hyper important. Ouais, c'est ce qui me passionne un peu d'ailleurs. Oui, c'est ce qui, c'est ce J'ai qui, envie de crier sur les toits des fois. ouais, on a envie d'être les outsiders en disant, bah oui, on ne nous attend pas là, on n'attend personne là. Mais justement, c'est ça qui est chouette, c'est que si des hommes peuvent en parler, c'est-à-dire que tout le monde peut en parler. Il y a plein de solutions sur ça. Euh, et enfin, voilà, soyez rassurés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans l'audio. Vous avez le droit de les réécouter en boucle, voilà, et puis de nous écrire. Vous nous suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, moi, vous tapez Robin TCA, trouble du comportement alimentaire, sur n'importe quel réseau social. Globalement, vous allez me trouver. Mais bon, Je voulais te demander, mais du coup, c'est bien. T'as pris l'initiative. ouais, je m'attendais à ta Bien question. joué. Donc voilà, que ce soit sur Google Maps, que ce soit sur mes propres audios d'hypnose, auxquels vous avez accès de toute façon, vous tapez sur Google Robin TCA, vous tapez sur Instagram, vous tapez sur des choses, automatiquement, vous allez pouvoir m'écrire et me poser des questions, parce qu'il y a c'est tout un sujet qui est passionnant. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a c'est des centaines, enfin des millions de femmes qui sont dans votre situation. Il y a des très belles solutions. C'est pas l'enfer, c'est pas impossible. Si vous vous sentez vieille, moche, je sais pas quoi, c'est le moment de vous faire du bien, parce que ça, c'est un truc très souvent. Robin, je ressemble plus à rien, j'ai grossi, c'est plus possible. Mhm, La ménopause, ça m'a cassé, mhm, ça me gâche ma vie. C'est voilà un message d'espoir en disant oui, c'est possible de changer, oui, c'est possible d'avancer, de trouver des solutions. Non, vous n'allez pas souffrir. Et le futur ne ressemble pas, encore une fois, au passé. Ça va être beaucoup plus facile par la suite. Et ça va être une belle aventure. C'est ça que j'ai envie de communiquer. C'est une très belle aventure d'amour pour soi, qu'après vous allez transmettre, parce que souvent, même mes clients me disent ça, vous allez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants. Euh, Vous imaginez pas combien, enfin, en tout cas, les femmes de ma génération, voilà, moi j'en ai 34. Mais les femmes qui ont 20 ans, 25 ans, 15 ans, etc., sont inspirées par vous quand elles vous observent. Elles vous disent pas forcément, mais comment tu fais? Elles écoutent, elles suivent, comment tu t'habilles. J'avais une ex qui avait vu ma tante, euh, qui avait 40 ans de plus qu'elle, plus de 40 ans. Elle dit, mais oh, les vêtements, tu les trouves où? Et j'adore votre énergie. Et voilà, vous êtes l'influence des futures générations. Euh, donc voilà, prenez soin de vous, inspirez-les. Enfin voilà, vous avez un beau message à faire passer et ça c'est chouette. Ça, mhm. c'est Ouais, et puis la maturité a beaucoup à apporter aux plus jeunes carrément, générations. carrément. Et puis j'aime beaucoup le fait, j'allais justement, je voulais finir là-dessus aussi, ça peut être une belle aventure si vous acceptez que le futur peut être différent du passé. Carrément. Ouais, ça. Donc, et le fait est que vous ne savez pas ce qui va se passer. Sinon, je pense que vous seriez riche parce que il y aura des gens qui feraient appel à vous si vous saviez exactement ce qui allait se passer. Et du coup, si vous vous donnez la permission de croire en ce qui est possible, pas en ce que votre cerveau pense être probable, Ouais, ouais, ouais. eh ben, vous pouvez vous donner la chance euh, voilà, d'aller sur cette aventure qui, comme l'a dit Robin, n'a pas à être pénible. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pour ça notamment que je parle beaucoup de voilà, se sentir plus jeune sans faire de sport à outrance et sans faire de régime débile. Parce que tout ça, c'est on associe avec je vais souffrir. Non. Si tu penses que tu vas souffrir, tu vas trouver des solutions qui vont te faire souffrir. Donc, c'est un très beau message pour conclure. Merci Robin, à toi d'avoir partagé ton expérience et ton expertise aujourd'hui. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre confiance.
ça ne passe pas inaperçu. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et encore une fois, merci à toi, Robin. Ciao, ciao. Merci, Ciao. Robin.